Bonjour à toutes et à tous, bienvenue cette semaine pour le chapitre numéro 6 de mon premier roman, Juste avant la lumière. Belle écoute à toutes et à tous. Chapitre 6. Suzanne part au travail pour rejoindre son cabinet, comme chaque matin. Employée administrative pour un avocat, sa mission est d'assister aux entretiens et de retranscrire dans des dossiers les témoignages des clients qui défilent dans leur bureau, en attente d'être défendus au tribunal. Suzanne va avoir 38 ans et elle travaille dans le même cabinet depuis la fin de ses études. Elle vit dans le même appartement depuis plus de 10 ans qu'elle a acheté à crédit. La jeune femme n'a qu'une seule amie, elle sort peu. Son seul compagnon est un vieux jogging douillet du soir qui n'a plus de forme. Depuis quelques mois pourtant, elle s'entend de mieux en mieux avec l'avocat avec lequel elle travaille. Le cabinet s'est agrandi depuis son arrivée et ils sont désormais 3 avocats. Suzanne travaille maintenant pour Nicolas Delorme, associé depuis plus de 2 ans. Ils se sont toujours bien entendus, professionnellement, sans avoir jusque-là de relation amicale. Un soir, différent des autres, au moment de quitter son bureau, elle le voit essuyer une larme, la tête entre les mains. Elle passe devant sa porte et lui demande gentiment : « Tout va bien ? » : « Excusez-moi, Suzanne, je pensais être seule à cette heure. Il est tard, vous devriez être rentrée. » : « Navrée, je ne voulais pas vous importuner. Je n'ai pas vu l'heure passer. » : « Restez. » Il est désemparé, elle ne l'a jamais vu dans cet état. Suzanne est gênée par la situation. Il poursuit. Ma femme m'a quittée. Elle est partie un matin, sans dire au revoir à son fils, en me laissant seulement un mot. Pas de nouvelles depuis. C'est affreux. Elle a osé vous abandonner, vous et votre fils ? Dit-elle, choquée par l'attitude de sa femme. Oui, je sais. Je suis aussi interloquée que vous. Je n'ai rien vu venir. Quel âge a votre fils ? Il a 13 ans, mais il est en pleine crise d'adolescence. Elle m'a toujours reproché de ne pas m'en occuper assez, à cause de mon travail au cabinet. Mais vous êtes très investi dans votre travail et je vous respecte pour ça. Vous prenez à cœur toutes vos plaidoiries et je trouve cela admirable de défendre vos clients avec autant de ferveur. Merci, Suzanne. Vous êtes vraiment un atout indispensable pour moi au quotidien. C'est vous que je dois gratifier. Votre dévouement me permet de garder espoir en la nature humaine. Défendre tous ces gens avec autant de conviction, ça vaut tous les sacrifices. Vous êtes gentille, finit-il par dire, perdant son regard dans un verre de whisky qu'il termine d'un coup sec. J'aurais aimé que ma femme pense la même chose que vous. Le lendemain, Suzanne arrive plus tôt au bureau. Elle rapporte des croissants au beurre. Elle dépose la majorité des viennoiseries dans la salle de pause pour partager avec ses collègues et pense à en réserver un sur une petite serviette papier doré au milieu du bureau de M. Delorme. Son histoire, la veille au soir, l'a touché. En entrant, Nicolas a la surprise de découvrir un croissant frais sur son bureau. Il lève la tête et aperçoit son assistante, qui lui adresse un sourire discret. Au cabinet, elle est parfaite, ponctuelle, assidue, rigoureuse, avec beaucoup d'empathie et d'attention envers les clients. Et maintenant, la voilà qui prend soin de moi. Moi qui n'ai pas déjeuné ce matin, ça tombe bien. Avec ma femme qui est partie, m'occuper de mon fils à plein temps relève du défi. En rentrant chez elle, Suzanne, l'assistante modèle, change de visage. Une fois qu'elle a fait quelques courses pour dîner, elle rentre, ferme la porte à double tour et se jette sur le canapé. Puis elle revêt ensuite son vieux survêtement, toujours le même. Il a appartenu à sa mère et c'est la seule chose qu'elle a pu garder sans que personne ne s'en aperçoive. Enfant, elle dormait avec, comme un doudou. Le jour où sa mère a disparu, elle a continué à le serrer contre elle de toutes ses forces, chaque nuit, jusqu'à son départ en pension. Aujourd'hui adulte, chaque soir elle le remet sur elle pour se sentir en sécurité, comme si elle était encore présente,
comme un repère dans la nuit noire. La partie sombre de sa vie reprend le dessus. Elle se laisse de nouveau aller à l'obscurité et à ses souvenirs, qui la hantent depuis son enfance. Elle revit inlassablement la scène, ressent la même douleur devant le cadavre de sa maman chérie, et une colère sourde envers son père. Comment faire pour tourner la page? Rien ne me donne envie de vivre. Ma mère me manque, ce vide m'est insupportable. Seul le travail m'aide à supporter chaque journée, car je m'y sens utile. À 2 reprises, plus jeune, elle a tenté de mettre fin à ses jours. D'abord au pensionnat, où elle a avalé des médicaments dans l'infirmerie. Insuffisant. Une deuxième fois, pendant ses études de droit, lorsque son prêt est arrivé à échéance. Elle ne voyait plus aucun espoir, car le seul but qu'elle s'était fixé, contribuer à plus de justice, était hors d'atteinte, désormais. Elle s'est jetée du 3e étage, où elle habitait, sans hésiter. Cela lui a valu de belles fractures et une longue rééducation, mais aucun pronostic vital ne fut engagé. Ce n'était pas son heure. La jeune femme, alors majeure, ne souhaita pas qu'on contacte sa famille. Quelques mois après, elle était de nouveau sur pied. Une camarade de droit était venue la voir à l'hôpital et lui avait proposé un stage chez un ami de son père, qui s'était transformé en job permanent. Voilà comment une nouvelle étape de sa vie avait commencé. À partir de ce moment-là, elle a trouvé un passe-temps, son travail. Exercer dans un cabinet d'avocat, même comme assistante, lui permettait de poursuivre son objectif, être utile pour servir la justice. Suzanne n'avait plus essayé de se donner la mort depuis. Chez elle, personne ne venait, à part cette amie de l'université, qu'elle avait gardée. Suzanne n'avait jamais fait aucun effort sur l'aspect intérieur de son appartement. Un ameublement très désuet composait la pièce. Aucune couleur, aucun luxe, ni aucune décoration d'aucune sorte n'était visible. Une table basse pour manger et reposer ses pieds le soir. Une petite télévision en face d'elle, qu'elle n'allume presque jamais. Une commode en bout de canapé, dans lequel elle range ses quelques livres de chevet, quelques bijoux et quelques tranquillisants. La partie cuisine attenante se résume à un simple plan de travail en bois, surmonté de quelques meubles et quelques tiroirs très modestes. Un micro-ondes, une bouilloire, un petit frigo et un évier, rien de plus. Aucune touche d'originalité. La partie chambre ne contient qu'un grand lit et une armoire bas de gamme, à côté de laquelle on peut accéder à un coin salle d'eau, une douche, des toilettes et un lavabo. Encore une fois, rien ne déborde, aucun produit, aucun désordre. Une vie rangée au millimètre, ou plutôt une absence de vie. Cette ancienne camarade d'études, Sophia, était devenue son amie. Elle avait apprivoisé Suzanne, année après année, sans relâche. Elle décelait en elle une force et une sensibilité hors du commun, sans en être consciente. Elle avait ressenti une connexion avec elle, sans être capable de dire laquelle, et avait de l'amitié pour Suzanne, qui n'avait fait pourtant aucun effort pour devenir son amie. Pourquoi Sophia voulait-elle être amie avec elle? Qu'est-ce qui pouvait bien l'intéresser chez elle, elle qui n'a aucun goût pour la vie? Elle n'en sait toujours rien, même après plusieurs années, et ne comprend pas pourquoi elle s'obstine à passer du temps auprès d'elle. Cela ne lui déplaît pas, cela lui change les idées justement. Il faut bien occuper les week-ends où elle ne travaille pas. Le temps lui paraît d'une longueur sans fin. Parfois elle se perd dans ses réflexions pendant des heures. Qu'y a-t-il après la mort? La vie signifie-t-elle quelque chose? A-t-elle un but? Autant de questions sans réponse, comme pour la plupart des gens. Pourtant, si elle voulait vraiment, Suzanne pourrait se souvenir. Elle a déjà les réponses à ces questions. Mais elle ne veut pas se rappeler. Et pourtant, cela solutionnerait tous ses problèmes.
Elle a occulté le souvenir de sa mère en train de lui parler, la nuit de son décès, cette fameuse nuit, quand elle lui montrait le chemin, quand elle lui montrait la vérité. La petite Suzy avait pensé à l'époque qu'il s'agissait d'un rêve, tout simplement, et ne s'en était pas formalisée. Une conversation qu'elle avait décidé de juger comme relevant du fantasque, du monde de l'irréel, oubliée au bout de quelques jours, en revenant à la dure réalité. Et pourtant, si elle l'avait cru, si elle faisait l'effort de se souvenir, tout serait différent aujourd'hui. Elle vivrait, elle rirait, elle ferait des projets, elle chanterait, elle aimerait un homme et aurait peut-être de beaux enfants. En attendant, au moins avec Sophia, le temps passe plus vite. Elle est joyeuse, pleine de vie, haute en couleurs et rigolote. Suzanne n'est pourtant pas bon public, mais certains jours elle se laisse aller à la plaisanterie avec elle. Tout espoir est permis, Sophia le sait et ne lâchera pas. Elle est comme ça, d'une nature optimiste et toujours de bonne humeur. Elle est devenue juriste pour l'aide sociale à l'enfance, suite à ses études de droit. Sophia a choisi un poste qui défend autrui, dans la bienveillance. Très vite seulement, le fonctionnement public lui parut invraisemblable, dénaturé, allant à l'encontre du bien-être des personnes prises en charge. Une course contre nature, dévalorisante, dénuée de toute humanité et de toute joie. Une reconversion s'imposait. Elle opta alors pour devenir Happiness Manager, dans une start-up pleine d'envie et de fougue. Un poste qui lui ressemble, où elle sait mettre à profit ses qualités, ses valeurs et surtout sa bonne humeur communicative. Elle s'y sent utile, tout comme dans la vie de Suzanne. Sophia sait qu'un jour, elle trouvera un moyen de faire renaître l'espoir en son amie. Il y aura un déclic, elle en est sûre. Reste à savoir lequel. En attendant, elle a confiance pour deux. Elle s'obstine à communiquer sa positivité à Suzanne, chaque fois qu'elle la voit et chaque fois qu'elle le peut. J'étais comme elle quand j'étais plus petite et insouciante, se rappelle Suzanne. Je profitais de chaque minute, je mordais la vie à pleines dents. Je courais dans la nature, je parlais aux animaux, je riais sans savoir pourquoi. J'aimais la vie, je la prenais à pleine bouffée. Aujourd'hui et depuis longtemps maintenant, je ne respire plus. Je vis en apnée. Je vois bien que Sophia essaye de me ramener à la surface. Elle veut être à tout prix ma bouteille d'oxygène. Mais je ne la mérite pas. Je ne mérite pas son attention, sa gentillesse, ses espoirs. Et je ne lui ai rien demandé. En plus, je ne lui offre rien. Et elle tente quand même de me sauver. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rapproche? Que retire-t-elle de notre amitié? J'espère que ce nouveau chapitre numéro 6 vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre numéro 7. En attendant, vous pouvez continuer à vous procurer mon roman en version numérique ou en version papier sur librinova.com, la Fnac, Amazon et dans toutes les librairies physiques en France en commande. Merci et à la semaine prochaine.